Merci à tous. Merci de vous connecter ce matin. Bonjour à tous ceux qui nous prennent en cours. Et notre module de ce matin est intitulé Gestion des projets de recherche. Et comme Oufoué l'a dit tout à l'heure, c'est moi qui aurai cette lourde tâche de vous présenter de façon succincte et les éléments clés, sinon que des clés pour mieux gérer des projets de recherche. Alors, ce qui va se passer, c'est que on va essayer d'aborder un ensemble de recherches, pas spécifiquement un type de recherche, parce que ce que je vous présenterai sera juste des clés qui vont vous aider à mener à bien différents types de projets de recherche que vous devez mettre en œuvre. Voilà, donc, voilà un peu ce que nous allons dérouler ce matin. Alors, comme rappel, l'intitulé l'intitulé du module, c'est Gestion de projet de recherche. Donc, les objectifs de ce workshop, c'est une formation qui va nous permettre d'apprendre des principes essentiels de projet de recherche. Donc, nous allons présenter des éléments essentiels à la gestion de tout type de projet de recherche, à n'importe quel niveau de carrière à laquelle vous êtes. Parce qu'on a là une panoplie de qui ont certainement à leur niveau des recherches. Donc, nous allons essayer de comprendre les principes essentiels impliqués dans la gestion efficace d'un projet de recherche. Nous allons comprendre à quel point aussi une gestion réussie peut être bénéfique pour votre carrière en tant qu'à l'extérieur du milieu universitaire. Donc, on ne va pas juste rester dans le domaine universitaire, mais prendre en compte, comme je l'ai dit, toutes sortes de diviser vraiment ce workshop-là en quatre étapes. Voilà. Qui pour nous sont vraiment essentielles. L'étape de la réalisation même du projet, l'étape de clôture. Donc voilà un peu les différentes étapes euh, qui sont euh, vraiment essentielles dans la gestion d'un projet. Je précise que votre sens rentre en ligne de compte, mais nous avons de regrouper et de définir les éléments. Nous allons aller dans le vif du sujet, mais on a d'abord déjà, on parle de gestion. En réalité, on veut pouvoir, on se dit qu'un projet de recherche a besoin d'être géré. Ce qui a besoin d'être géré comporte certainement des complexités ou des éléments qui, quand elles sont pas prises en compte, mener, c'est-à-dire peuvent causer un petit désordre ou des difficultés dans le délivrage du page. Donc, on gère, coordonner, contrôler. Il faut formuler. C'est ce qui nous permet d'un délai imparti. Donc, avec les ressources
Désolé, comme je le disais tout à l'heure, c'est gérer aussi technique. Donc, derrière ces différents éléments-là, il est essentiel pour nous de gérer efficacement un projet de recherche parce qu'en réalité, gérer efficacement nous permet de garantir que les objectifs de recherche soient atteints dans le délai imparti avec les ressources adéquates. On n'a pas toute une vie pour un projet de recherche. Généralement, lorsqu'on nous demande de produire une recherche, on nous donne un délai imparti. Donc, il est important pour nous de mettre en place un système de gestion qui va nous permettre de pouvoir fournir cette recherche-là dans les délais impartis. On n'a pas toujours aussi les ressources qu'il faut. Donc, il va falloir adapter, il va falloir aussi chercher les ressources qu'il faut pour que notre projet puisse être mené à bien. Donc, voilà un peu ce que nous pouvons donner déjà comme définition. Mais déjà, quelqu'un disait, et c'est un proverbe latin, qu'il n'y a pas de vent favorable pour un bateau qui ne sait pas où il va. Pourquoi on dit qu'il n'y a pas de vent favorable pour un bateau qui ne sait pas où il va? Parce que déjà, si la recherche que vous voulez mener n'a pas d'objectif final, vous savez, vous êtes sans ignorer que la motivation aussi va être biaisée. Donc, il faut effectivement comprendre la motivation, il faut avoir une destination, il faut avoir un objectif à atteindre et quand cela est bien défini, il est possible pour vous d'avancer parce que vous savez déjà là où vous allez. Donc, l'objectif encore de ce module-là, comme je tiens à le rappeler, c'est vous permettre d'être assez productif. Parce que qui parle de gestion parle de productivité. Donc, on gère pour être productif. Alors que la productivité ici nous renvoie à trois éléments importants. Qui veut dire, qui veut être productif doit prendre en compte les priorités, l'efficacité et l'efficience. Donc, on ne peut pas vouloir être productif si on ne sait pas définir les priorités, on ne sait pas travailler en priorité et si on ne sait pas aussi mettre en exergue euh, l'efficience et l'efficacité. Donc, c'est ces trois éléments-là qui nous permettent d'être productifs. Nous allons certainement revenir euh, dessus dans les différents points quand nous serons dans le vif du sujet. Donc, voilà un peu l'introduction que nous pouvons faire de cette section, de cette session, parce que en réalité, c'est un élément très, très important. Donc, tout à l'heure, je vous ai annoncé que les différentes étapes commençaient par l'étape de cadrage. Donc, on a l'étape de cadrage qui est la première étape. Et cette étape-là comporte plein, sinon que des différents aspects. Donc, ces différents points-là, c'est la construction de la problématique. Donc, on commence à cadrer notre recherche en commençant à construire la problématique de cette recherche-là. Vous savez que chaque recherche requiert un contexte de problème, c'est-à-dire une situation que l'on veut résoudre, une situation qui, pour nous, a besoin d'être étayée, d'être expliquée, ou une situation qui, pour nous, a besoin d'être explorée. Donc, on va construire ici notre problématique en impliquant ici un problème à explorer. Donc, dans la problématique, il va, il va avoir
des éléments qui vont nous permettre d'aboutir sur un problème clé. Un problème clé. Il n'y a pas de recherche, comme on le dit, il n'y a pas de recherche sans problème. Sinon, on dirait que la recherche n'a pas d'utilité, en fait, parce que vous ne répondez pas à un besoin. Alors que nous savons tous que les différentes recherches doivent pouvoir répondre à un besoin. Donc déjà, choisissez un domaine qui vous intéresse, un domaine qui déjà vous intéresse et qui est pertinent dans votre travail académique. Donc pour ceux qui veulent peut-être mener une recherche universitaire, ça, je fais un clin d'œil à ces personnes-là pour dire qu'il faut que vous choisissiez un domaine qui vous intéresse vraiment. Un domaine où on ne va pas vous forcer à mener des recherches, où vous allez vous-même découvrir une passion et vous allez vous y mettre de façon passionnée. Donc, pour ceux aussi qui ne sont pas dans le domaine universitaire, euh, le domaine qui vous intéresse, c'est certainement le domaine dans lequel vous travaillez, dans le domaine dans lequel on vous demande de mener cette recherche-là. Si vous acceptez de mener la recherche, c'est parce que certainement le domaine vous intéresse aussi. Donc, vous allez explorer aussi les sujets pour épourer les zones d'incertitude. Donc, dans la construction de la problématique, on essaie d'explorer un sujet pour prendre en compte tout ce qui est controverse, tout ce qui est déjà, comment, tout ce qui est déjà incertitude, tout ce qui est lacune en termes de connaissances, tout ce qui est question non résolue, qui va nous permettre d'aboutir sur une question centrale. Donc, le sujet doit être construit autour de ces questionnements-là, les incertitudes qui existent, les controverses qui existent, les lacunes qui existent et les questions non résolues. Croyez-moi, si vous n'avez pas balisé tous ces éléments-là, si vous, dans votre recherche que vous voulez mener, il n'y a pas tous ces éléments-là ou un certain nombre d'éléments que je viens de citer, votre problématique sera vide. Et quand il n'y a pas de problématique, il n'y a pas de recherche. Voilà, parce que la recherche vient répondre à une problématique. Donc, tout cela va vous permettre d'aboutir rapidement sur une question centrale. Et c'est à cette question-là que vous allez vous-même vous efforcer de répondre tout au long de votre recherche. Donc, l'idée après la construction de la problématique, c'est d'identifier le sujet principal. Voilà. L'idée, c'est d'identifier le sujet principal. Vous pouvez peut-être dire que le système de transport en Côte d'Ivoire a tellement de lacunes, les prix flambent, il y a les problèmes du carburant, il y a les problèmes même des transporteurs, il y a les problèmes même des usagers et tout ça. Mais si vous n'identifiez pas le sujet principal, vous allez travailler sur les véhicules, vous allez travailler sur les routes, vous allez travailler en même temps sur les usagers, vous allez travailler aussi sur les transporteurs eux-mêmes. Donc, on ne comprendra pas au bout du compte le sujet principal. Donc, avec la problématique, il va vous faire falloir ressortir le sujet principal. Donc, commencez par déterminer le domaine général, comme je l'ai dit. Si je prends une recherche qui concerne le système du transport, c'est un domaine général. Et à partir de ce domaine général-là, il me faut sortir le sujet principal sur lequel je veux travailler. Peut-être ça peut être, comme je l'ai dit tout à l'heure, ça peut être les transporteurs eux-mêmes, ça peut être les routes, ça peut être les usagers. Et c'est à partir de là que j'identifie le sujet principal. Donc, une fois que vous identifiez le sujet principal, tout au long de votre cadrage, l'idée ici, comme je l'ai dit, l'étape, c'est le cadrage. Donc, on ne peut pas, par exemple, quand je parle d'une recherche qui concerne le transport, on ne peut pas parler de usagers sans parler de véhicules, sans parler de carburant et autres. Donc, vous allez voir que dans les éléments que vous allez utiliser pour construire, pour expliquer, pour explorer votre sujet, tous ces aspects-là vont ressortir. Tous les autres aspects sur lesquels vous ne voulez pas faire focus vont ressortir. Mais votre objectif, c'est de pouvoir délimiter votre sujet tout au long de votre travail pour qu'on puisse vous suivre. Parce que l'étape de cadrage, c'est l'étape de début. Donc, si au début, on ne sait pas là où vous partez, si vous n'arrivez pas vraiment à délimiter votre sujet,
non seulement dans le temps, dans l'espace, sur une population, sur un secteur précis. Vous allez aller peut-être dans tous les sens. Ouais. Donc, par exemple, si vous travaillez sur le changement climatique, vous pourrez vous concentrer sur des aspects spécifiques comme l'impact du changement climatique sur une région particulière, sur une espèce animale particulière, bien dans une ville de façon spécifique, ou même si vous voulez, si vous pensez que la ville est trop grande, vous pouvez peut-être aller dans un quartier, si cela est assez représentatif. Voilà. Si après, vous pouvez, disons, extrapoler voilà, vos résultats. Donc, allez franchement de façon spécifique, c'est-à-dire en délimitant vos sujets, parce que là, on est à l'étape du cadrage et c'est très, très important. Donc, on passe à l'étape 4 qui est la contextualisation. Voilà, la contextualisation déjà est littéraire parce que il faut dire que peut-être le sujet que vous voulez traiter a déjà été l'objet d'études précédentes. Donc, il faut vraiment situer votre sujet par rapport à tout ce qui est existant, par rapport à tout ce qui est les différents travaux existants qui ont pu être menés. Voilà. Donc, si vous définissez un problème, c'est-à-dire vous définissez un sujet qui peut-être a été résolu partiellement et que vous êtes obligé de faire encore, de revenir sur tout ce qui a déjà été résolu avant même de traiter de votre sujet, on ne verra pas aussi la pertinence. Vous allez encore vous-même vous perdre parce que ça va prendre plus de temps. Donc, la contextualisation est très importante. Vous situez votre recherche par rapport aux travaux existants. Donc, vous allez inscrire votre sujet dans un contexte plus large dans les domaines de recherche. Vous allez aussi voir aussi ensemble, euh, avec ces sujets qui existent là, les différentes lacunes que vous pouvez vraiment combler et autres. Donc déjà, on sait où on va et puis on, on essaie de voir si là où on va là, ça n'a pas été, c'est pas un chemin qui a déjà été emprunté, s'il n'y a pas des résultats déjà qui ont été menés. Parce que si vous voulez déjà, parce que les étapes que je donne là, par exemple, prenez un exemple pour quelqu'un qui veut déjà contextualiser une recherche, alors qu'il n'a même pas de sujet phare ou bien il n'a pas encore fait de focus sur un sujet. Il va carrément prendre du temps pour prendre un grand contexte. La contextualisation va être assez difficile. Donc, vous définissez déjà vos sujets. C'est après que vous commencez déjà à faire des lectures, des documents, des trouvailles pour pouvoir aller rapidement. Comme je l'ai dit, le but, c'est d'être efficace. Voilà. Donc, il y a plusieurs méthodes, mais est-ce que ces méthodes-là sont vraiment efficaces? Nous, on vous propose une méthode qui est efficace et qui a été déjà testée. Donc, après cette étape de cadrage, on va terminer avec deux autres étapes. L'étape de clarification des objectifs. Tout à l'heure, on disait que il n'y a pas de vent favorable pour un bateau qui ne sait pas où elle va. C'est un proverbe latin. Donc, les objectifs nous permettent de définir clairement, d'identifier clairement là où on veut aller. Dans les objectifs, vous allez voir ce qu'on appelle les objectifs spécifiques. Dans d'autres paramètres, on dira des objectifs SMART. Un objectif SMART, c'est un objectif spécifique, un objectif mesurable, un objectif qui est atteignable ou ambitieux. Voilà, on peut dire atteignable, on peut dire ambitieux. Et un objectif aussi qui est réalisable et qui est aussi temporellement défini. Voilà, donc je donne tous ces éléments-là. Donc, vous définissez vos objectifs, les objectifs SMART, qui vont vous permettre de savoir quelles sont les questions auxquelles vous devez répondre effectivement. Parce que après les objectifs, vous allez aussi définir les différentes questions. Donc, des objectifs va découler des questions. Donc, vous clarifiez déjà ces objectifs-là. Et comme on l'a dit, c'est des objectifs très smart, qui sont très spécifiques, qui sont mesurables. Mesurables, c'est-à-dire on peut savoir si vous les avez atteints, on peut savoir si, c'est-à-dire ne donnez pas des objectifs assez flous. Par exemple, quelqu'un qui donne un objectif de je,
je veux, dans une recherche, c'est-à-dire, je veux réduire, je veux réduire le taux d'émission de gaz à effet de serre. Bon, ça, c'est un objectif. Mais de façon spécifique, euh, on va réduire ça en quoi faisant? Est-ce que c'est mesurable? Est-ce que c'est mesurable? Est-ce que c'est ambitieux? Est-ce que c'est réalisable? Est-ce que c'est temporellement défini? Donc, il faut pouvoir trouver des objectifs spécifiques qui vont permettre de définir aussi des questions et donner aussi le problème auquel vous voulez donner réponse. Donc, derrière ça, il y a le dernier point qui est la détermination pardon, des paramètres de recherche. Voilà, donc vous allez inclure cet aspect-là dans votre travail parce que les paramètres de recherche, c'est tout ce qui est aspect, comme je l'ai dit. Dans la délimitation, on a parlé un peu de ça. Vous précisez les aspects que vous allez inclure et celles que vous allez exclure de votre travail. Déjà, on ne peut pas tout prendre en compte. Et dans un travail de recherche, il faut déjà à la base dire que je ne vais pas utiliser ça, je ne vais pas emprunter tel chemin, bien que cela soit possible. Je ne vais pas passer par là, je ne vais pas utiliser telle méthode ou tel moyen et autres. Parce que derrière, euh, un travail peut être attaquable déjà à l'état du cadrage. Parce que si vous ne définissez pas, par exemple, vous avez la possibilité de, de traiter, parce que nous, on est un cabinet d'analyse de données, vous avez la possibilité de traiter vos données avec R et la plupart des études qui ont précédé votre étude ont été analysées avec un logiciel R. Donc, si à la base, vous ne dites pas que, bon, vous connaissez le logiciel R, mais vous préférez peut-être travailler avec tel logiciel, vous allez avoir un plan qui va se subdiviser en telle étape, et que vous voulez travailler sur une population de données. Si vous ne déterminez pas tous ces paramètres-là, on pourra dire, mais pourquoi votre étude n'est pas assez cadrée en fait? Donc, euh, l'objectif ici, c'est de déterminer tous les paramètres de recherche. Dans l'étape de cadrage, c'est ça. Ce que vous allez utiliser aussi, ce que vous allez exclure, ce que vous allez inclure et tout. Donc, voilà un peu les éléments de l'étape de cadrage. Comme je vous l'ai dit, il y a que quatre éléments ici que nous allons vous montrer. Donc, après l'étape de cadrage, on vient à l'étape de planification, de conception et de planification. Donc, à l'étape de conception et de planification, on parle de concepteur quand il faut créer, il faut mettre en œuvre. Voilà. Lorsqu'on veut mettre en œuvre, on, on, on a tout ce qu'on a, il y a tout ce qui est conceptuel qu'on utilise, tout ce qui est planification qu'on on utilise pour la conception. Donc, déjà, en premier point, il y a le plan du projet initial. Désolé, le 2 c'est reproduit. Donc, le plan du projet initial. C'est-à-dire que pour aller de façon objective, pour aller de façon efficace, pour faire focus, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, la gestion requiert la productivité. Et la productivité requiert une priorité, une efficacité et puis une efficience. Donc, vous allez esquisser votre plan de gestion de projet préliminaire. Vous allez mettre dans ce plan-là les grandes étapes et les échéances. C'est-à-dire, je dois fournir ça, 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 et les différentes échéances. Donc, vous allez prendre la vision globale, vous allez dérouler ça en différentes étapes. Et l'idée ici, c'est de pouvoir dire que je peux ne pas commencer sur la première étape déjà avant d'aborder la deuxième étape parce que j'ai les ressources pour aborder la deuxième étape. Donc, vous faites le plan, vous mettez les différentes étapes et en fonction des données que vous avez ou bien des capacités que vous avez, des ressources que vous avez, vous essayez d'aller sur l'étape qui pour vous, qui pour vous demande des moyens qui sont déjà à votre disposition.
Voilà. Donc, il y a des personnes qui commencent un projet et ils se disent quoi, tant que je n'ai pas construit la meilleure, peut-être, comment je vais dire, la meilleure introduction, je ne peux pas aller au développement, je ne peux pas aborder les différents points, les grands un, les grands 2, les grands 3 et autres. Donc, du coup, ils font focus. Il va peut-être se donner un objectif euh, de 2 semaines sur l'introduction. Et au bout de 2 semaines, quand il n'avance pas, il n'a pas cette quintessence-là de pouvoir dire, bon, OK, je vais switcher sur d'autres étapes et puis revenir après sur cette étape déjà qui, pour moi, commence à être un peu difficultueux. Donc, vous définissez un plan et l'idée, c'est de pouvoir aller sur l'étape qui vous sied le plus, c'est-à-dire qui pour vous est facilement réalisable. Voilà. Donc, après avoir défini cela, vous allez en même temps identifier les besoins de votre recherche. Ça, c'est de façon générale. Donc, j'ai défini mon plan. Je sais que j'ai besoin de faire telle étape, intro, grand un, première section, deuxième section, grand 2, première section, deuxième section. Et là, maintenant, en face de toutes ces étapes-là, vous allez dire, bon, c'est quoi? Quels sont les éléments dont j'ai besoin pour atteindre, pour pallier à ces différentes étapes dans mon plan? D'accord? C'est ce que vous allez faire. Si, pour l'introduction, j'ai besoin de lecture, donc les besoins de l'introduction seront lecture, bibliothèque, acquisition de livres, ou bien échange avec un encadreur, ou bien échange avec un chercheur, ou bien peu importe. Donc, vous définissez les besoins en fonction des différentes étapes. Donc, vous allez déterminer pourquoi votre recherche est nécessaire, quel est le problème que vous voulez résoudre, à quelle question vous voulez répondre, quel est l'objectif spécifique à atteindre en fonction de cette recherche-là. Donc, l'idée, c'est quoi? L'idée ici, c'est que de façon générale, vous identifiez le besoin de votre recherche, mais que ce besoin-là aussi soit subdivisé en étapes, c'est-à-dire j'ai mon besoin global, c'est-à-dire ma recherche va répondre à tel besoin et tout. Maintenant, l'introduction, c'est quoi le besoin de l'introduction? Pourquoi je fais l'introduction? Et quels sont effectivement les éléments dont j'ai besoin également pour répondre à cette partie? Derrière, comme on l'a vu tout à l'heure, il faut définir clairement les objectifs de recherche. Donc, vous allez voir que dans l'étape de cadrage, on définit des choses, mais dans l'étape de conception, on revient encore sur ces éléments-là pour les préciser de façon claire. Parce que quand vous voyez, quand on a fini à l'étape de conception, on a dit que la dernière étape, c'est de déterminer les différents éléments à exclure ou à inclure. Donc, quand vous allez faire cette étape-là, vous allez voir qu'il y a beaucoup de choses que vous allez, par exemple, retirer ou bien vous allez juger moins important ou plus important. Donc, à l'état de conception, vous allez revenir encore sur ces différents éléments de votre recherche pour préciser clairement ces recherches-là, ces objectifs-là. Qu'est-ce que vous espérez, par exemple, accomplir? Quelles, euh, quelles questions souhaitez-vous explorer? Formuler ici des objectifs encore spécifiques et mesurables. Donc, vous revenez encore sur cette étape de conception. L'idée, c'est que lorsque vous avez bien garanti l'étape de cadrage et que dans l'étape de conception, vous revenez encore sur ces éléments-là, vous avez la possibilité de rédiger de façon claire ce que vous voulez faire clairement parce que vous avez balisé une étape qui était déjà bien concise. D'accord? Donc, on vient préciser ici clairement les objectifs de notre recherche. Maintenant, les différentes étapes qu'on a pu définir, on vient encore préciser leurs différents objectifs. Donc, vous avez vu que l'idée dans l'étape de concession, c'est de définir un plan. Donc, c'est ce plan-là maintenant que vous allez utiliser, les différentes étapes de ce plan-là que vous allez utiliser maintenant pour définir encore des objectifs spécifiques et mesurables. Parce que précédemment, vous n'avez pas de plan. Donc, maintenant que vous avez un plan, il faut encore revenir pour définir les différents objectifs de chaque étape du plan. Les ressources nécessaires, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a tout ce qui est ressources
humaines, tout ce qui est ressources financières, tout ce qui est ressources matérielles, tout ce qui est ressources temporelles, qu'il faut être estimé. Aujourd'hui, ce qu'on ne prend pas en compte, c'est tous les aspects de la vie lorsqu'on veut mener une recherche, alors que tous ces éléments-là ont tendance à nous influencer. Par exemple, la roue de la vie nous dit qu'il y a la santé, il y a le travail, il y a la vie sociale, il y a le développement personnel, bon, etc., etc. Donc, ces éléments-là influencent la vie de quelqu'un. Donc, à chaque fois que vous voulez faire quelque chose ou que vous voulez prioriser une action, il faudrait que, il faudrait que vous preniez en compte le degré de concentration, ou bien le degré de priorité que vous allez donner à ces différents aspects-là. Il ne s'agit pas ici de dire, bon, OK, je vais mener une recherche, donc ma santé, je la prends plus en compte, mon développement personnel, je ne le prends plus en compte, mais mon business ou bien mon travail, je ne le prends plus en compte, etc., etc. Donc, il faut bien prendre tout ça en compte et déterminer les différents niveaux ou bien les différents degrés de priorité que vous allez accorder à tous ces aspects-là. Donc, vous allez estimer aussi un budget préliminaire. Comme je l'ai dit, ce n'est pas seulement de la recherche universitaire. Donc, pour toute recherche, il faut des moyens. Il faut un budget que vous allez définir au préalable. Il va certainement nécessiter, votre recherche va nécessiter des voyages, va nécessiter des déplacements, va nécessiter des acquisitions et tout. Il faudrait que vous fassiez une estimation. Comme je l'ai dit, il ne s'agit pas de faire de cela un blocus. Donc, tant que je n'ai pas de budget, je sais que la recherche va nécessiter tel moyen, donc je ne m'y lance pas. Non. Estimer juste un budget. Le budget, c'est quelque chose qu'on peut modifier et les estimations, c'est juste une ligne de conduite qu'on se donne dans le déroulé des choses. On peut toujours modifier. Ce que j'ai ajouté, par contre, c'est de trouver un encadreur. L'encadreur n'est pas, pour ceux qui ne sont pas dans le domaine universitaire, n'est pas forcément le maître, disons, de recherche ou ça peut être comme nous, par exemple, ça peut être un cabinet, ça peut être une personne de référence, une personne qui peut vous aider à réussir votre travail. Donc, vous avez certainement votre directeur de recherche qui, peut-être pour une thèse, c'est votre directeur de thèse. Pour une recherche donnée, ça peut être le maître ou bien le maître pour, disons, pour ceux qui font des stages, un maître de stage, ou bien pour des personnes qui travaillent sur des recherches dans une entreprise, ça peut être un référent dans l'entreprise. Mais trouver quelqu'un qui pourra encadrer votre travail. L'idée, c'est que si vous n'êtes pas suivi par quelqu'un, vous ne pouvez pas avancer facilement. Si quelqu'un ne... Il n'y a pas quelqu'un à qui vous devez peut-être rendre compte, à qui vous devez présenter vos résultats et que c'est juste vous qui menez votre recherche S nihilo, c'est-à-dire seul, avec zéro à la base, bon, c'est compliqué. Donc, si vous n'arrivez peut-être pas à trouver cette personne-là, constituez une équipe de recherche. On le dit très souvent, seul on va vite, mais une recherche, c'est un travail de longue haleine. Donc, il faut plutôt aller sur le long terme. Donc, on va loin avec plus de personnes. Ensemble, on va loin. Désolé. Donc, ensemble, on va loin. Donc, constituez une équipe de recherche avec des compétences nécessaires, des gens que vous pouvez inclure à votre projet, peut-être des consultants, peut-être des personnes qui n'ont pas de parti pris dans votre recherche, c'est-à-dire ils ne sont pas concernés par la recherche, mais en qui vous savez trouver des compétences nécessaires à réaliser votre projet. Je connais des personnes qui, peut-être, pour s'attribuer facilement la paternité d'une recherche, préfèrent travailler seul, alors que si vous avez contacté quelqu'un qui a peut-être mené même la même recherche ou bien qui a des compétences qui peuvent vous être nécessaires, vous le contactez et puis ça vous permet de gagner en temps. Donc, c'est ça l'efficacité en fait. L'efficacité, ce n'est pas de se casser la tête à dire que voilà, je peux seul, je peux seul, je peux seul. Il faut aussi de la stratégie pour aller de façon efficace. Donc, à l'état de concession de planification, il y a deux derniers points. Les résultats attendus.
les résultats attendus, comme je l'ai dit, à l'état de conception, il faudrait que vous ayez au moins une idée des résultats que vous attendez. Il faut que vous ayez au moins une idée. C'est des résultats. Ça peut être ce que vous pensiez auparavant obtenir, ou ça peut être autre chose. Mais il faudrait au moins que vous ayez une idée. Imaginez-vous que je veux mener une recherche sur euh, l'employabilité en Côte d'Ivoire. Et puis, dans mes résultats attendus, c'est-à-dire, je veux que le taux de chômage puisse baisser. C'est-à-dire, avec tout ce que je vais présenter comme recherche, résultat, je veux pouvoir baisser, c'est-à-dire, en termes de résultats, baisser le taux de chômage. Bon, ça peut être un résultat auquel je m'attends, mais ça peut ne pas être le résultat, en fait. C'est-à-dire, je vais finir ma recherche et puis je vais me rendre compte que, en réalité, on ne peut pas baisser le taux de chômage, mais peut-être je peux trouver d'autres moyens pour, pour peut-être développer plutôt d'autres aspects, c'est-à-dire peut-être il faut développer l'entrepreneuriat et autres, sans toutefois pouvoir baisser le taux de chômage. Ouais. Donc, j'ai un résultat auquel je m'attends, mais ça peut ne pas être ce que j'attends. Mais au moins, le fait que j'espère obtenir un résultat, ça me challenge en fait dans la continuité ou bien dans la progression de ma recherche. Parce que si j'estime que ça ne va pas donner quelque chose, imaginez, je prends un exemple, peut-être, je dis n'importe quoi. Imaginez-vous quelqu'un qui sème et puis il ne s'attend pas à récolter. Euh, il ne s'attend pas à un résultat. Bon, cette semence-là, vous pensez que au bout de quelque temps, il ne risque pas d'aller lui-même déterrer sa semence parce qu'il il n'est même pas sûr que ça va donner quelque chose. Donc, je ferme la parenthèse, c'est juste une parenthèse. Donc, pour dire que vous devez vraiment déjà avoir une idée des résultats, donc des résultats que vous attendez. Je ne dis pas que vous devez forcer la main à la recherche pour que ce soit ces résultats-là qui soient ça, parce qu'il y a aussi ces chercheurs-là qui espèrent tellement en un résultat que tout ce qui va dans le sens contraire de ce résultat-là, ils essaient de l'éliminer. Je pense qu'une bonne recherche, c'est cette recherche-là qui n'est pas, c'est-à-dire où les résultats sont pas, c'est-à-dire lorsqu'on lit le travail, on n'est pas sûr même d'aboutir à un tel résultat, mais la recherche nous permet d'aboutir à ce résultat. On sent plus la démonstration, on sent plus la recherche, on sent plus les controverses, les lacunes dans une telle recherche qu'une recherche où tu lis et puis tu sais déjà à quoi s'attendre. Et puis, au finish, c'est effectivement ce à quoi tu t'attends, on dit. Mais depuis le départ, on savait en fait. Disons que ce dernier point-là est important, le délai d'exécution. Comme on l'a dit, c'est une gestion efficace. Donc, dans le délai d'exécution, il faut vous définir un calendrier réaliste. Un calendrier réaliste. Il y a plusieurs méthodes pour les calendriers réalistes. C'est peut-être ce qu'on appelle l'organisation horizontale et puis l'organisation verticale. Donc, vous pouvez juste faire une organisation. Par exemple, horizontale, vous allez l'étaler, par exemple, sur un an, bien sur un mois. C'est-à-dire, l'horizontale prend en compte les longues durées. Donc, de façon horizontale, tracer une ligne. Dites, bon, OK, voilà ce que je veux faire en un an. Donc, en un an, c'est horizontal. Maintenant, de façon verticale, c'est-à-dire de façon journalière, si vous voulez, les plus grands experts, par jour, d'autres vont le faire par semaine. Voilà. Qu'est-ce que je dois pouvoir réaliser? Donc, vous allez faire ça de façon verticale. Donc, la première semaine, je réalise ça. La seconde semaine, je réalise ça. La seconde semaine, je réalise ça. Donc, il faut vous définir un délai d'exécution. Donc, l'idée, c'est-à-dire, comme on l'a dit, c'est il faut donner des objectifs SMART, mais une recherche aussi SMART, c'est-à-dire temporellement définie. Donc, on a dit le T de SMART, c'est temporellement défini. Donc, si vous ne définissez pas un temps ou un délai d'exécution, vous allez dire, bon, par exemple, quelqu'un qui dit, bon, je vais faire une recherche en 3 ans. En 3 ans, pensez-vous que c'est temporellement défini? Je vous dirais non pour ceux qui se posent déjà la question. Ce n'est pas temporellement défini parce que 3 ans, c'est-à-dire je peux revenir, aujourd'hui on est en novembre,
Et puis, en janvier, je dis encore que je dois réaliser ma thèse en 3 ans. Donc, en 3 ans, c'est toujours à partir de la date de janvier. Alors que j'ai dit je veux réaliser ça en novembre. En novembre jusqu'en janvier, c'est toujours les 3 ans. Je peux attendre jusqu'en décembre, peut-être 2024. Et puis, je dis toujours que mon objectif, c'est de réaliser ma thèse en 3 ans. Donc, à partir de décembre 2024 encore, c'est toujours 3 ans. Donc, temporellement défini, c'est de se donner un délai assez fixe pour dire, bon, OK, je suis en novembre, je dois pouvoir finir mon travail ou bien finir ma recherche euh, en fin août 2024. Donc, le délai est assez réaliste, disons pas réaliste, mais assez défini. Et je me donne tous les moyens pour pouvoir pour pouvoir mettre ça en place. Mais pour pouvoir définir un délai d'exécution, il faut aussi prendre en compte la portée de la recherche. Donc, on ne va pas avoir une recherche qui peut-être concerne tout lui et moi et pour dire que je veux le réaliser en un mois peut-être ou bien en 2 jours. Si ça concerne peut-être une ville ou bien ça concerne un quartier, c'est possible. Je peux le faire en une semaine. Mais quand je regarde la portée de ma recherche, il faudrait que mon calendrier ou bien mon délai d'exécution soit réaliste. Donc, réaliste. Parce que le problème, c'est que si vous n'êtes pas réaliste, vous allez vous décourager. Voilà, vous allez vous décourager parce que vous allez dire, bon, OK, je voulais le faire en un an, mais je me suis rendu compte que je n'ai pas pu le faire. Donc, pour ceux qui perdent facilement le courage, ils pourront se décourager. Donc, la portée de la recherche, vous devez prendre en compte aussi la complexité du sujet. Si c'est un sujet vraiment qui nécessite des analyses approfondies, des expérimentations, des enquêtes, donc, bon, vous savez que votre délai peut-être de 1 an, ça peut ne pas marcher. Donc, essayez d'être encore plus réaliste en tenant compte de ce facteur-là. Vous pouvez aussi prendre en compte aussi les ressources disponibles. Donc, si vous savez que les laboratoires auxquels vous aurez accès ne sont pas en Côte d'Ivoire ou bien ne sont pas dans la sous-région, de faire des voyages, de économiser de l'argent. Donc, regardez tout ça pour définir un délai d'exécution. Mais le délai d'exécution doit être défini et doit être réaliste. Voilà. Donc, aussi la méthode d'utiliser. Il y a des méthodes qui prennent plus de temps que d'autres méthodes. Donc, voilà un peu les différents aspects-là. Donc, on va aller un peu rapidement aussi euh, sur ce dernier point-là, l'étape de réalisation même du projet. Donc, à l'étape de réalisation du projet, c'est-à-dire au moment où je finis de définir tout ça, tous ces plannings et tout ce plan-là, ce qu'il me faut pour commencer déjà à réaliser mon projet, c'est la documentation. La documentation. On vous a fait une formation ici sur Zotero. Zotero qui est un meilleur logiciel en termes de documentation. C'est-à-dire, quand vous voulez commencer un projet, si vous commencez avec Zotero, vous avez gagné encore combien? Je pourrais dire, vous avez déjà gagné peut-être 6 mois de plus. Parce que la documentation avec Zotero, c'est que les thèmes, les auteurs, les citations, tout ça, vous pouvez vraiment avoir ça en un clic. En un clic. Et je vous invite peut-être à suivre la formation sur Zotero, ce que nous avons partagé ici sur RMDC Lab. Donc, la documentation. Donc, il va s'agir ici de lire et de lire. Donc, vous allez lire des articles scientifiques, vous allez lire aussi des données, des connaissances et plusieurs aspects. Vous allez vraiment lire sur tous les différents points de votre sujet. Tous les différents points de votre sujet. L'idée, c'est vraiment de baliser tout le sujet. Donc, à l'étape de la documentation, le seul mot d'ordre, comme on pourrait le dire, c'est la lecture. La lecture aussi se fait de façon stratégique. C'est vrai que peut-être je ne vais pas noter ça, mais vous devez avoir certainement, pour ceux qui sont déjà dans la recherche, avoir un document, un bloc-notes ou un carnet de notes. Vous allez prendre en compte tous les éléments. Et ça, par contre, avec Zotero, vous pouvez aussi le faire. Notez les auteurs du document que vous êtes en train de lire, l'auteur, la date de parution, euh, les objectifs, les résultats, les, les, les,
Donc, vous prenez un peu ces différents aspects-là à chaque lecture que vous faites. Donc, vous devez pouvoir noter. L'idée, ce n'est pas de surcharger votre cerveau aussi avec la lecture. En réalité, le cerveau est bon pour, n'est pas bon pour mémoriser. Le cerveau il n'est pas bon pour mémoriser. C'est vrai qu'il arrive à mémoriser, mais il n'est pas bon pour mémoriser. Il est bon à, à faire un manage, par exemple, de plusieurs données, à analyser des données. Le cerveau, il est bon à ça. Donc, si vous voulez que à l'état de lecture, votre cerveau ne fasse que emmagasiner des données, vous allez vraiment, 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 comme je pourrais le dire, vous, comme on dirait, surmener en fait, voilà. Il peut avoir des risques de surménage et tout, mais notez tout. Ayez la possibilité de noter dans un bloc-notes, dans un cahier. L'idée, c'est que lorsque vous notez, vous avez l'impression que vous n'avez pas gardé, mais l'écriture permet de garder quelques résidus d'informations dans le cerveau également. Donc, c'est un peu cette parenthèse que je voulais faire, cette étape de documentation. Donc, à l'étape de réalisation, vous allez revenir sur votre plan, comme je l'ai dit tout à l'heure. Avec la lecture, vous allez voir que déjà, vous avez des données qui vont permettre de remplir les différentes étapes de votre plan. Comme je l'ai dit, pour être efficace, le plan est défini et en fonction du plan, on essaie de voir quelle est l'information que j'ai. Est-ce que cette information-là est adaptée à telle étape? Bon, je commence à rédiger. Je sais qu'il y a d'autres qui ont peut-être testé ça, mais si vous ne l'avez pas fait, essayez. Vous pouvez même commencer à écrire le chapitre 2 même avant le chapitre 1, parce que vous êtes tombé sur des articles, vous êtes tombé sur la documentation qui vous a permis d'avoir des informations sur votre chapitre 2. Donc, vous commencez à rédiger. Oui. Donc, après avoir défini ce plan de travail défini, les sections détaillées, les différentes étapes, vous définissez aussi les délais associés. Vous allez maintenant apporter les différents contenus, les différentes ressources d'information que vous avez, les différentes données. Donc, ça va vous permettre d'aller vraiment, vraiment rapidement. Voilà. On commence pas, on se dit pas que, ouais, tant que l'introduction n'a pas bougé, je ne bouge pas. Non, ça va vous mettre en retard. Donc, à l'étape de réalisation du projet aussi, il y a ce qu'on appelle la gestion du temps. Il y a certaines il y a certains qui se donnent des délais, mais qui ne savent pas gérer efficacement ce temps-là. Ils se donnent un délai, par exemple, je dis, bon, OK, j'ai 2 heures à faire chaque jour de lecture ou bien 2 heures à faire d'écriture, mais ils ne surveillent pas leur progression. C'est-à-dire, parce que j'ai 2 heures, je, je me dis, bon, OK, quel que soit ce que je vais faire et tout, de toutes les façons, j'ai 2 heures à faire. Donc, je vais rentrer, même si je rentre à 1 heure, je vais faire mes 2 heures pour dormir peut-être à 3 heures. Donc, vous ne serez pas en train de vraiment gérer votre temps de façon efficace. Il faudrait que vous respectez vos échéances. Donc, vous suivez aussi régulièrement votre progrès en termes de gestion de temps. Vous savez qu'il y a plein de distractions et il y a plein d'imprévus. Donc, vous pouvez être dans un calendrier, dans un chronogramme, et puis les imprévus viennent bouleverser votre carnaval ou bien votre timing. Il va falloir vraiment gérer ce temps-là. Donc, gérer, c'est vraiment identifier, gérer les retards, les imprévus et tout ça. Donc, prendre ça également en compte. Si vous avez un retard, essayez de voir comment je peux, soit je me concède ce retard, soit je rattrape ce retard. Mais il faut vraiment avoir une politique en avance. Sinon, ça va vous embrouiller. Ça va vous embrouiller de voir que vous êtes en retard. Souvent, on est en retard, juste en retard de quelques heures et on veut tout faire à la fois parce qu'on a perdu du temps ou bien on veut maximiser parce qu'on s'est dit, ouais, non, il faut pouvoir gérer son temps efficacement. Donc, à l'étape de réalisation après lecture et autres, comme je l'ai dit, avec Zotero ou bien même pas avec forcément Zotero, vous serez obligé ou bien amené à faire l'état de l'art.
Dans certaines recherches, on vous parlera de revue de littérature. Donc, l'état de l'art, c'est vraiment examiner tous les travaux existants autour du sujet. C'est-à-dire, comme je l'ai dit, vous allez ressortir ces différents éléments-là. Il ne suffit pas juste de savoir qu'il y a des travaux qui ont été réalisés, qui ont parlé de ça, non. Mais tout cela doit faire partie de votre recherche. Donc, vous allez vraiment les noter et puis positionner votre apport, c'est-à-dire l'apport de votre recherche. Voilà. Donc, à la réalisation, vous revenez sur cet aspect-là. Vous identifiez les différentes lacunes, les connaissances actuelles dans le domaine dans lequel vous voulez faire votre recherche et vous allez définir votre contribution significative. Parce que à la réalisation, il faudrait que vous-même soyez challengé. Vous voyez qu'il y a un manque à gagner et que votre recherche va combler quelque chose. Voilà. Ça ne doit pas être une vue de l'esprit, ça ne doit pas être quelque chose d'abstrait. Ça doit être quelque chose que vous avez vraiment noté pour que ceux qui vont vous lire puissent savoir effectivement quel est l'apport de votre recherche. Donc après ça, il y a les hypothèses, les questions d'abord de recherche, pardonnez, et puis après, ensuite les hypothèses. Donc on va se poser des questions, on va se dire, bon, ok, tel problème, tel problème, est-ce que il ne pourrait pas avoir une résolution à partir de tel moyen? Est-ce que tel moyen ne pourrait pas permettre de répondre à telle question? Donc, on définit les questions d'abord, désolé si c'est interverti, les questions d'abord, après les hypothèses. Donc, ce qu'on appelle les hypothèses driven. Bon, les hypothèses driven ou bien les questions driven. Donc, il y a la possibilité, aujourd'hui, dans plein de recherches, vous allez voir qu'il y a certains qui peuvent commencer par des hypothèses et aboutir sur des questions, ou bien des questions qui vont aboutir sur des hypothèses. Donc, il y a l'hypothèse driven, il y a les questions aussi driven. Voilà. Donc, après, à l'état de réalisation, vous avez votre méthodologie préliminaire. Il faut vraiment avoir une idée de méthodologie. Et on est là aussi pour vous accompagner sur cet aspect-là. Voilà, RMDC Lab peut vous aider à définir la méthodologie qui sied à votre recherche. Si vous devez aller dans une méthode qualitative, une méthode quantitative, les logiciels qui peuvent vous aider à mener à bien votre recherche. Il y a des logiciels aussi qui peut-être peuvent vous permettre de faire votre recherche, mais avec l'évolution, avec les mises à jour, avec les nouveautés, on peut facilement vous orienter, vous aider à trouver aussi la méthodologie qu'il vous faut. Donc, il faut en avance définir une méthodologie. On le dit méthodologie préliminaire parce que vous allez juste décrire brièvement les méthodes que vous envisagez utiliser pour la collecte de vos données. Est-ce que ça sera une recherche expérimentale? Est-ce que ça sera transversal? Est-ce que ça sera longitudinal? Est-ce que vous allez utiliser la méthode mixte, la méthode qualitative, la méthode quantitative? Franchement, il faudrait que vous ayez à l'idée cette méthodologie-là. Donc, vous écrivez cette méthodologie-là et puis vous pouvez passer également nous voir pour qu'on puisse vous aider, vous orienter aussi sur ce que vous avez vous-même défini préliminairement. Donc, derrière, j'ai ajouté ce point-là, l'équipe de recherche. Je reviens encore dessus parce que, comme je l'ai dit, travailler seul, c'est important. C'est juste, c'est judicieux. Ça nous permet de fièrement s'attribuer la paternité d'une recherche, mais une recherche efficace et puis précise. Pour ceux qui peut-être ont déjà mené une recherche, vous allez voir que même quand vous finissez de lire, vous devez, d'écrire, vous devez faire lire à certaines personnes pour qu'ils regardent, pour qu'ils observent les fautes de grammaire, les fautes d'orthographe, les oublis, les lapsus, bon, disons, tout ce qui est erreur et tout ça. Donc, constituer déjà une équipe de recherche. Je ne dis pas que c'est des personnes avec qui vous devez travailler au quotidien, mais déjà ayez en tête les personnes à qui vous pouvez recourir en fait pour mener à bien votre projet de recherche. Donc, vous écrivez, vous définissez tout ça déjà. Et après ça, comme on l'a dit, on va passer
à la rédaction, à tout ce qui est donné et tout. Donc, vous serez dans le vif même du sujet qui sera vraiment de la rédaction de votre projet de recherche. Donc, tant que le sujet n'est pas encore terminé, ça reste toujours un projet de recherche. Ça reste toujours un projet. Voilà. Donc, il devient une recherche quand il est carrément défini. Donc, vous allez finir par aboutir à l'étape de clôture de votre projet de recherche. D'accord? Donc, qui est essentiel pour finaliser toutes les activités de recherche. Et ça permet de vous préparer à la diffusion de votre recherche même et des résultats de votre recherche. Voilà. Donc, à l'étape de la clôture de recherche, il faudrait que vous vous assurez que la collecte des données a été menée à bien et puis a été finalisée. D'accord. À l'étape de clôture de recherche, quand on parle de finalisation des données, c'est vous assurer que les données nécessaires ont été collectées conformément au plan de recherche. Voilà. Il y a des données qui peuvent manquer, il y a, il y a, il y a, il y a des données qui peuvent ne pas être conformes à votre plan de recherche. Il faudrait que à la finalisation de votre recherche, vous vous assurez de tout ça. Parce que c'est les données qui corroborent carrément la recherche. Que ce soit des données secondaires, que ce soit des données primaires, mais les bonnes données vont justifier votre recherche. Parce que c'est ce qui ressort, bon, disons, c'est ce qui justifie vos résultats, en fait, les données. Donc, vérification des données, vous allez effectuer une vérification de qualité sur les données, vous allez vous assurer de l'intégrité, la fiabilité de ces données-là, corriger toutes les incohérences et les erreurs. Donc, j'insiste beaucoup sur ces données-là parce que c'est tout de même biaisé la plupart du temps à cause du timing qu'on se donne. Et quand dans une recherche, une partie doit subir, c'est les données. Parce que c'est les données qui prennent plus de temps, c'est les données qui peuvent donner du crédit aussi à nos recherches. Donc, il faut vraiment, à l'étape de clôture, faire un point d'honneur sur les données. Donc, l'analyse des données, comme on le dit, il y a beaucoup de formations ici que nous vous donnons qui peuvent vous permettre de vous-même analyser vos données. L'idée, c'est vraiment que le chercheur lui-même puisse analyser ces données et on est là pour vous accompagner au besoin. Mais vous savez plus ou moins ce que vous voulez mener. Vous savez, vous êtes plutôt en contact avec votre travail, vous êtes au quotidien avec votre recherche. Donc, vous avez plus de quintessence dans la gestion de vos données, dans l'analyse de vos données. Voilà. Si vous faites appel à la sagacité de quelqu'un d'autre, bon, franchement, c'est parce que cette personne aura vraiment aussi compris votre sujet, il aura vraiment bien lu et tout. Sinon, c'est à vous de pouvoir analyser efficacement vos données conformément à la méthodologie que vous avez prévue, aux techniques statistiques appropriées pour répondre à vos objectifs de recherche. Donc, après ces données-là, vous allez publier les résultats, vous allez définir ce que vous avez obtenu comme résultat. Mais une des étapes aussi les plus importantes, c'est la discussion aussi de ces résultats-là. C'est important parce que euh, on analyse certes les données, mais la plupart du temps, on discute les résultats aussi. Dans la clôture du projet, c'est important parce que c'est ça qui va vous permettre de faire la confrontation avec la littérature existante. Vous allez mettre en relation les théories, les théorèmes qui ont été déjà avancés, les divergences, les similitudes. Vous allez vraiment confirmer euh, l'apport que vous voulez vraiment donner à votre recherche, l'apport que votre recherche, pardon, veut apporter à ce domaine-là. Donc, il y aura aussi une analyse critique que vous allez mettre en exergue dans la discussion des résultats. Vous allez identifier les forces et les limitations de votre recherche. Vous allez discuter des facteurs qui pourraient aussi influencer les résultats, trouver tous les biais éventuels. Vous allez vous assurer d'expliquer
comment les limitations pourraient affecter l'interprétation de vos résultats. Donc, un esprit critique dans ces résultats, c'est-à-dire on n'est pas nous-mêmes fanatiques de nos résultats, non, c'est pas ça notre rôle en tant que chercheur. Voilà, c'est pas une trouvaille dont on peut, c'est-à-dire on peut tellement être fier qu'on ne trouve même pas de faille. Voilà. Je connais des gens qui, par exemple, qui ont fait une recherche qui ne trouvaient même pas matière à discuter, tellement pour eux, la recherche était pertinente. Mais ayez vraiment cet esprit de recul-là, cet esprit scientifique-là, pour dire que il y a forcément une analyse critique qu'on peut faire à vos résultats. Voilà. Donc, vous assurez aussi que vos questions de recherche, ce que vous voulez faire, votre problématique initiale est en voie de résolution, c'est-à-dire euh, il y a quelque chose dans vos résultats qui permet de corroborer vraiment la question ou bien le problème que vous avez défini au départ. Donc, à la clôture du projet, il y a tout ce qui est implication, tout ce qui est recommandation. Qu'est-ce que votre recherche implique? C'est quoi l'apport de votre recherche? Donc, on vous lit ou bien on prend votre document, on prend votre recherche. Qu'est-ce qu'on peut retenir? Quel est le moyen nouveau que vous apportez ou bien l'information nouvelle que vous apportez? Si à l'étape de clôture, vous n'avez pas ça, c'est que vous ne pouvez pas encore clôturer votre projet. Voilà. Vous ne pouvez pas clôturer votre projet. Donc, vous allez aussi définir aussi des recommandations pour, pour ceux qui travaillent sur des recherches qui concernent peut-être l'État, qui concernent peut-être des institutions. Vous allez leur faire des recommandations. Vous pouvez travailler sur une entreprise et si ne faites pas de recommandations, c'est-à-dire votre recherche, l'œil du chercheur n'est pas assez conséquente. Donc, des recommandations. Vous allez aussi faire une ouverture pour des recherches futures. C'est-à-dire, pendant votre recherche, vous allez peut-être déceler encore certains points qui méritent encore exploration. Donc, vous devez vraiment faire ressortir ces différentes pistes-là. Dire que votre recherche a permis de savoir qu'il y a encore du travail à faire. Il y a encore des choses à découvrir, il y a encore des choses à explorer, il y a encore des certitudes à avoir en fait sur un certain nombre de points. Donc voilà un peu ce que de façon succincte, je pense qu'on pourra approfondir avec des questions, mais voilà un peu ce que je souhaiterais ce matin vous partager pour mieux gérer vos projets de recherche, pour gérer efficacement vos projets de recherche. Voilà. Donc sur ce, euh, je vais vous dire merci pour votre aimable attention et vous laisser la place, la possibilité de poser vos différentes questions. Merci à tous. Ok, merci Jonathan pour cette séance de formation de workshop. Et comme il a souligné, nous sommes à la phase des questions-réponses. Donc, si vous avez des questions, des préoccupations pour lesquelles vous souhaitez avoir des éclaircissements, c'est le temps de poser ces différentes questions. Merci. Vous levez la main, on vous donne la parole et vous posez vos questions. Merci. Je pense que vous avez la possibilité aussi d'apporter euh, votre grain de sel pour ceux qui voulaient vraiment dire quelque chose. Soit vous avez certainement des questions ou un aspect aussi que vous voulez apporter. On est dans le domaine de la recherche. Donc, je pense que ça aiderait également.
Il n'y a pas de questions. On nous a toujours dit que s'il n'y a pas de questions, soit on a bien compris ou soit on n'a rien compris. Donc, oui, je crois qu'il y a Koulibaly à la main qui veut poser une question. Allô? Ok. Oui, Allô? oui, allô, Koulibaly, on te... Oui, bonjour. Non, c'est Gervais Non, Kwame. non, il y Oui, a oui, Je ne sais pas, j'ai la parole. oui, on va laisser Gervais Kwame, docteur Gervais Kwame d'abord, et puis Koulibaly, je vous allez prendre la parole après. Allez-y. D'accord, vraiment, merci beaucoup de me donner la parole. Je tiens aussi à dire merci à ceux qui ont organisé cette formation en ligne là. Ça nous a ouvert vraiment l'esprit et ça nous donne de voir comment on va nous y prendre prochainement. Alors, moi, ma question est relative à la gestion financière. Est-ce qu'on peut avoir des informations sur la gestion financière mais d'un projet? Parce que là, il y a vu, bon, on a parlé des objectifs, des résultats et autres, ce qu'on veut, on veut faire effectivement dans le projet. Mais en termes de gestion financière, par exemple, souvent, il arrive qu'on te donne de l'argent pour faire un projet, mais quand tu arrives sur le terrain, tu es confronté à certaines difficultés que tu ne sais pas comment tu prends en compte pour D'accord? pouvoir résoudre ces problèmes-là. C'est- Ça, c'est ma première préoccupation. La deuxième, est-ce qu'à la fin, on pourra avoir le PowerPoint? Parce que comme c'est en ligne, il y a des choses qu'on n'a pas pu voir. Donc, si on peut avoir le PowerPoint pour nous appuyer là-dessus, pour pouvoir travailler correctement, en tout cas, ça va me faire plaisir. D'accord, ce sont là mes préoccupations. Merci encore pour la formation. Ok, Oui. merci. Merci à Gervais Kwame. Oufoué, est-ce qu'on répond maintenant ou on recense juste les questions pour répondre après? Est-ce qu'on peut répondre maintenant? Je pense que répondre du tir au tac sera l'idéal Ok, pour ne pas perdre les questions de vue plus tard. Merci. d'accord. Ok, donc la première question, c'est la gestion financière d'une recherche. Effectivement, il y a un plan à faire par rapport à la gestion financière. Disons que à tout ce à tout ce qui nécessite les finances dans une recherche. Et si vous ne planifiez pas, comme je l'ai dit, c'est difficile pour vous parce que derrière, il y a certaines réalités qui peuvent survenir et cela peut vous amener peut-être à vous rétracter. Donc, déjà, la planification que nous voulons vous amener à faire, c'est vraiment avoir une estimation budgétaire. C'est-à-dire, vous faites une estimation budgétaire. Je vais mener telle recherche. Combien ça peut coûter? Combien ça peut coûter? Quels sont les déplacements? Donc, dans le budget que vous allez établir, vous allez voir, vous allez mettre en exergue la documentation à acquérir, les différents livres. Je pense que, il y a plein de sites aujourd'hui qui nous permettent d'avoir des livres gratuits, des livres craqués, mais il y a aussi des livres qui sont super, mais qui sont payants. Donc, vous allez faire une estimation, hein, vous allez dégager un petit budget pour la documentation. Vous allez certainement avoir des déplacements à faire sur des sites pour non seulement collecter des données, mais pour rencontrer des personnes. Donc, il faut définir un budget de déplacement ou de voyage même. Vous définissez ça. Déjà, il y a aussi les aspects les- des, des séminaires ou bien des colloques auxquels vous devez participer. Parce que quand vous êtes sur un sujet ou bien une recherche, il y a certainement au cours de cette recherche-là des séminaires ou bien des rencontres qui vont vous intéresser, qui sont certainement payants ou qui nécessiteraient peut-être un déplacement. Vous devez dégager déjà un montant pour cela. Et puis aussi prévoir tout ce qui est imprévu, tout ce qui est relatif à la santé, tout ce qui est relatif même peut-être à la nourriture pour ceux qui travaillent sur des projets qui concernent des organismes. Donc, à vous de pouvoir déterminer si le projet est votre projet à vous-même, à vous de dégager un budget. Mais si c'est un projet, une recherche, pardon,
qui vous a été confié ou bien qui vous a été donné par une organisation ou par une personne, il faudrait que vous définissiez à la base tout ce qui est besoin financier. Parce que si vous ne le faites pas, après, on se dit que, bon, OK, vous avez la capacité de le faire. Donc, quand les réalités ou bien les difficultés vont commencer à apparaître, vous allez dire, bon, OK, on ne m'a rien donné, on me demande de faire ça, ou bien je n'ai rien. Bon, c'est parce que vous-même, à la base, vous n'avez pas défini. Vous pouvez peut-être définir un budget et puis ne pas avoir à l'utiliser parce que tout devient gratuit, vous tombez sur des trucs qui ne sont pas payants, on vous invite, on vous permet d'accéder à des colloques sans payer, tout ça. Mais au moins, vous aurez fait déjà un budget et puis peut-être cet argent-là ou bien ce que vous allez mettre de côté sera un manque à gagner. Pardon, un gain supplémentaire. Voilà. Donc, on peut déjà, avec ce que je viens de dire, définir un budget, mais je peux aussi vous fournir un document qui va vous permettre de cadrer tous ces éléments-là, de voir un peu les différents éléments à prendre en compte dans la définition d'un budget de recherche. Voilà. Et rassurez-vous également aussi, on va mettre on va mettre cette présentation en ligne certainement et on pourra peut-être vous partager les documents si cela vraiment est nécessaire. Si vous le souhaitez vraiment, bon, on va voir ceux qui souhaitent vraiment avoir le document et puis voir comment on peut vous faire parvenir. Donc, voilà un peu. En tout cas, franchement, merci beaucoup. Merci pour ces éléments de réponse-là. Que le OK. Seigneur vous bénisse. OK. Merci. Amen. Libali, je crois qu'il avait la main levée. Oui, C'est allô? elle, pardon. Oui, OK, oui. Ok, merci. Moi, c'est Koulibaly Lama. Donc, je voulais vraiment remercier RMDC Lab et le présentateur pour l'opportunité que vous nous offrez pour apprendre, en tout cas, sur les questions de gestion des projets. Donc, à la suite, j'ai deux préoccupations. Bon, disons deux questions. Donc, la première question, elle, concernant les projets appliqués. C'est-à-dire, en fait, le projet de recherche, c'est pour résoudre un problème, par exemple, de la société. Donc, dans ces cas de projet-là, les résultats que nous obtenons, euh, est-ce que ces résultats-là peuvent être publiés dans des revues scientifiques? Donc, ça, c'est la première préoccupation. Maintenant, la deuxième, c'est... Il y a un suivi, bon, un aspect que je n'ai pas vu, le suivi et évaluation du projet de recherche. Parce que, bon, quand le projet est bien ficelé et qu'on rentre peut-être dans la phase de réalisation, il faut suivre l'exécution du projet. Donc, il y a cet aspect-là. Bon, je ne sais pas si vous pouvez nous dire quelque chose là-dessus. Quelles sont les dispositions à prendre vraiment pour bien suivre le projet? Donc, voilà les deux préoccupations que je voulais porter à votre connaissance. Merci. D'accord. Merci à Koulibaly. Voilà. Je pense que vous avez posé la question de savoir est-ce que pour une recherche qui concerne peut-être un pays ou bien la société, est-ce qu'on peut publier ça dans une revue? Euh, Effectivement, une revue scientifique, on accepte les sujets, à moins que il y ait un conflit d'intérêts, par exemple, pour un sujet qui concerne une société. Si on vous a permis d'avoir accès à des données qui concernent une entreprise et que il n'y a pas de conflit d'intérêt, par exemple, sur ces données-là, s'il n'y a pas de restrictions sur ces données, vous êtes libre peut-être de soumettre à approbation pour que ça soit publié. Mais si vous savez qu'il y a cette restriction, ce n'est pas possible. Mais la plupart du temps, pour les États ou bien pour la société, il n'y a pas de restriction à ce que je sache.
Parce que la plupart des recherches ou bien des publications qui sont faites sur des villes, sont faites sur des politiques sociales, des politiques de, de, sur même la société, je veux dire, de façon générale. Donc, c'est de là que vous tirez tous les résultats de vos recherches. Parce que vous menez une recherche, vous allez peut-être enquêter des entreprises, peut-être, je prends le cas en Côte d'Ivoire. Si vous menez une recherche, par exemple, sur l'éducation nationale, vous allez peut-être rencontrer des enseignants, des maîtres et autres. Mais vous pouvez soumettre à une revue scientifique pour que ça soit publié. C'est possible. Et c'est ce qui se fait même d'ailleurs. Donc, il y a pas de souci là. Il n'y a pas de souci à ce niveau. Maintenant, suivi, évaluation, c'est vrai que peut-être on ne l'a pas intitulé suivi, évaluation, mais dans une des étapes ici, on vous a dit que, on vous a présenté le fait que le projet doit non seulement être planifié, c'est-à-dire vous définissez les plans vous-même, et après, derrière, vous définissez des délais pour chaque étape du plan que vous avez défini. Vous faites euh, une observation pour voir si euh, je dois faire cette étape-là, je dois la faire en combien de temps? C'est quoi l'objectif? Je crois que vous aider à mieux voir. Donc, ici, c'est personnel en fait. C'est personnel ce que vous voulez, vous devez faire, voilà, au niveau de, voilà, la vérification des données et tout. Donc, c'est une évaluation de tout ce que vous aurez fait comme recherche. Et comme je l'ai dit là, on fait focus sur les données parce que le projet en lui-même est recentré. Si ce n'est pas un projet forcément universitaire, si c'est un projet peut-être d'un organisme et tout, le focus sera fait sur les données que vous allez collecter et le traitement des données que vous allez collecter. Donc, vous devez vraiment faire tout ce qui est vérification, tout ce qui est éléments qui vont vous permettre de corriger tout ce qui est incohérence, tout ce qui est erreur. Et derrière ici, on vous dit que dans l'étape de, dans l'étape d'implication et de recommandation, vous devez pouvoir analyser les différentes implications de vos résultats. Donc, en gros, le suivi et l'évaluation de votre sujet et de votre recherche, c'est vous-même qui le faites. D'abord, vous évaluez si votre sujet respecte tous les éléments que vous avez définis comme objectifs à la base. Est-ce que ça corrobore à vos objectifs? Est-ce que ça répond aux questions de recherche? C'est vrai. Donc, répondre à la question de recherche, vous revenez sur votre problématique initiale, vous discutez à quelle mesure vos résultats répondent à la question et vous faites une bonne évaluation même de la recherche que vous venez de faire. Par exemple, quelqu'un peut faire une recherche et puis lui-même, il évalue la recherche et puis il dit, bon, OK, j'estime que la recherche n'est pas assez pertinente ou bien ça ne traite pas totalement le problème. Voilà. Donc, c'est l'évaluation. Maintenant, quand on parlait de suivi, le suivi, c'est depuis la base. En tout cas, on parle d'efficacité. Donc, dans le suivi, le planning que vous faites qui vous permet d'aller étape par étape, les délais que vous fixez qui vous permettent d'aller étape par étape, comme je vous l'ai dit, tout ce qui n'est pas planifié fait l'objet d'urgence. Comprenez? Si vous ne planifiez rien, vous allez toujours travailler en urgence et le sentiment d'urgence va toujours vous mener. Quelqu'un qui a planifié sa recherche sur, par exemple, 1 an et qui n'a pas défini clairement la date de départ ou la date de fin, il ne peut pas faire un bon suivi parce qu'il va se dire 1 an, à tout moment, c'est 1 an. Vous voyez, à tout moment, que ce soit au 1er janvier, que ce soit au 31 décembre, son objectif, c'est 1 an. Et il y a beaucoup de personnes qui se retrouvent dans cet engrenage-là de chaque fois dire, ah, je dois faire ça en 1 an. Et ils n'ont pas le sentiment d'avoir perdu du temps parce que, voilà, c'est 1 an. Mais quand vous faites un projet
et que vos objectifs sont temporellement définis, votre recherche aussi est temporellement définie, vous avez l'opportunité de suivre. Est-ce que, de façon verticale, j'ai dit 1 an, mais de façon horizontale, est-ce que l'objectif que je me suis assigné par semaine, est-ce que je l'ai atteint? Est-ce que l'objectif que je me suis assigné la seconde semaine, je l'ai atteint? Donc, ce suivi-là est régulier. Et si vous ne le faites pas, c'est assez difficile parce que vous allez manquer un certain nombre d'éléments. Donc, faites le suivi. Sachez si vous avez atteint euh, l'objectif que vous êtes assigné quotidiennement ou bien hebdomadairement. Si de façon hebdomadaire, vous avez atteint, cochez que j'ai atteint mon objectif de cette semaine, puis vous passez à une autre semaine. Voilà. Donc, la planification verticale, la planification horizontale, n'oubliez pas. Je pense que ça vous permettra de faire un meilleur suivi. Voilà ce que je peux dire pour ce qui est du suivi et de l'évaluation. J'espère pouvoir répondre. Ok, merci beaucoup. En tout cas, c'est très bien. Merci. Y a-t-il d'autres questions? Regardez le chat. Regardez le chat. Ok. D'accord. Dans le chat, il y a OK. La difficulté de la recherche dans les pays moins nantis comme le nôtre est le financement. Connaissez-vous des guichets facilement accessibles? Et ça, c'est une très belle question parce que, vous savez, sous d'autres horizons, on est une équipe constituée d'une équipe de plusieurs personnes, pas forcément en Côte d'Ivoire. Et il y a cette possibilité-là ailleurs. On voit dans des pays développés la possibilité de soumettre une recherche pour financement et tout. Normalement, pour les pays en voie de développement, il y a aussi cette possibilité-là, même de soumettre une recherche à une entreprise pour que l'entreprise puisse financer la recherche parce qu'elle sait que la recherche lui sera utile et tout. Mais chez nous, ici, il n'y a pas de guichet formel à notre connaissance. Mais je pense qu'il y a plein de personnes, il y a des personnes qui réussissent à en trouver. Euh, Est-ce que c'est par hasard? Est-ce que c'est par perspicacité ou euh, par manque d'information? Mais je pense que c'est des choses qui ne sont pas assez populaires. Je sais qu'il y a le FONSI, FONSI qui travaille dans ce sens-là. Mais il y a aussi d'autres organismes qui sont en train de se créer. Vraiment pas, on n'a pas vraiment cette information-là de façon claire, on ne peut pas vous la partager. Mais je pense que ça existe, c'est un manque d'information qu'on n'a pas. Sinon, il y a des entreprises, il y a des organismes qui peuvent vraiment financer une recherche. Donc, comment on fait pour les trouver? Je pense que si quelqu'un ici peut-être a des pistes, sinon, ce que nous, on vous donnerait, c'est de chercher. Sinon, il y en a. Et s'il y en a, il faut trouver. Maintenant, est-ce que quelqu'un peut nous fournir ça? On est ouvert à cette orientation-là. Sinon, on va se pencher sur la question et puis essayer de vous partager aussi nos trouvailles. J'espère avoir répondu à la question. Est-ce qu'il y a-t-il d'autres questions? Alors, est-ce que tout le monde a été
a apprécié, disons, la session de ce jour? Si oui, vous allez nous mettre dans le chat. Voilà. Donc, vous allez nous mettre dans le chat votre appréciation ou bien nous faire un message après pour nous donner votre appréciation. Déjà, je vous lis la proposition de M. Christophe Nda. Il dit que pour le financement de projet, il y a le FONSI, effectivement, ce dont on parlait. Il y a le Centre suisse. Il y a aussi l'IRD, le CIRAD et bien d'autres. Donc, je pense qu'on va, après cette session-là, voir Dr Nda et prendre toutes ces informations-là des centres ou des guichets qui permettent de financer des projets et vous les partager dans les différents groupes. Voilà, il y a le FITCA aussi. OK. Donc, il y a le CIRAD, il y a l'IRD, il y a le FONSI, il y a le Centre suisse également. Donc, vous voyez que vous pouvez avoir un projet financé entièrement ou partiellement si vous savez chercher à la bonne adresse. Vous savez taper à la bonne poste. Voilà, donc, Oufoué, je pense qu'il y a pas d'autres questions. Je vais redonner le micro. D'accord. Merci beaucoup à Jonathan Koumi pour cette séance de formation. Et aussi merci à vous pour votre participation effective à cette formation. Nous avons quelques annonces à vous partager bien avant que nous ne prononcions le mot de fin de ce workshop. Il y aura euh, à partir du vendredi 22 décembre, nous allons ouvrir une section workshop qui sera une session dédiée uniquement aux questions-réponses. Elle se fera en live sur Zoom et sur YouTube également. Plus tard, nous allons vous partager les différents liens pour les inscriptions et aussi les liens pour suivre la formation suivront. Et nous profitons aussi pour vous faire part au cours de l'année 2024, nous aurons à organiser notre section de compétition que nous avons eu à organiser cette année. Donc, toutes ces informations, nous allons vous faire parvenir. Et pour tous ceux dont nous avons les contacts, vous recevrez régulièrement des informations concernant nos activités, et concernant nos formations et autres. Donc, voilà un peu les différentes informations que nous avons à notre niveau. Et rapidement, pour rebondir sur une question qui avait été posée, la question est de savoir s'il existe des structures de financement. Tout récemment, j'étais à une journée scientifique à l'Université Nangui à Bourgoin et il y a le FONSI qui a évoqué le fait qu'il y aura comment on appelle ça, ils sont en train d'étudier des collaborations entre les pays francophones et les pays anglophones pour pouvoir financer des projets. Donc, vous Papa pouvez l'a aussi, dit. vous dites, Le français a dit quoi? oui, le FONSI a fait savoir qu'ils sont en train d'étudier la question de financement des recherches entre les pays francophones et les pays anglophones au niveau de l'Afrique pour permettre une collaboration et briser les barrières linguistiques liées aux activités scientifiques. Donc, vous pouvez visiter régulièrement leur site pour avoir toutes les informations nécessaires en ce qui concerne les financements. Ils sont beaucoup impliqués dans les financements de projets au niveau universitaire et je pense bien que c'est un guichet où vous pouvez avoir les informations nécessaires. Et ils ont vraiment à cœur de répondre aux besoins scientifiques, de pouvoir mettre à disposition les moyens pour que euh, l'univers scientifique ivoirien puisse vraiment mener les activités scientifiques qu'il faut. Donc, régulièrement, vous pouvez consulter les pages pour avoir les informations sur les appels à soumission pour pouvoir soumettre vos projets. Donc voilà un peu quelques informations dont nous voulons partager avec vous. Je ne sais pas si Eddy a des informations à son niveau. S'il n'a pas d'informations, nous allons vous dire merci pour votre participation à ce workshop. Et aussi, nous allons, dans les jours à venir, vous partager certaines informations concernant les activités que nous aurons aussi. Je vous remercie et passez une agréable journée et un bon week-end.
Alors, merci à Merci. tous. Merci à tous. Ouais, bon week-end à Merci tous. encore. D'accord, merci à vous également.